Le lien entre la nature et les médicaments, je trouvais que c'est un sujet vraiment intéressant. Et depuis que l'homme existe, c'était la source des médicaments, des traitements, ça a été quand même la nature, les plantes. Et les plantes, les champignons, parfois les animaux, les animaux marins, si ça commence à se développer. Donc moi, je travaillais pendant plus de 30 ans au CNRS pour rechercher des molécules à activité thérapeutique, et en particulier dans le domaine du cancer. Et on se rend compte que dans le domaine du cancer, comme dans toutes les maladies, les molécules qui sont utilisées, la plupart, c'est des molécules d'origine naturelle. Et moi, il me semblait que c'est quelque chose qu'on connaît, nous, dans notre métier. Les gens qui travaillent dans ce domaine, évidemment, sont bien conscients de ça, mais de façon générale, dans la population, les gens ne se rendent pas compte du lien qu'il y a entre la petite pilule qu'ils prennent, les médicaments qui vont les traiter quand ils sont malades, et la nature. Et donc je trouvais que c'était intéressant de montrer ça au grand public. Et une façon de le présenter, c'était de faire un jardin de plantes anticancéreuses, puisque beaucoup de produits anticancéreux ont pour origine des plantes. La commande de l'association du Jardin des plantes anticancéreuses, un projet assez spécifique qui prend en compte une matière première, un matériau très précis, c'est-à-dire des plantes. Donc il nous a semblé assez évident qu'il était plutôt question de travailler avec un paysagiste. Le site sur lequel va s'inscrire le Jardin des plantes anticancéreuses est un peu un espace en marge entre deux, entre un petit manoir et la côte de l'océan, et s'inscrit sur un sentier pédestre également. Nous avons choisi de proposer le duo de paysagistes Cao et Perrault, parce qu'ils ont cette capacité de prendre en compte le contexte d'intervention, mais aussi de proposer une intervention artistique qui soit belle d'emblée. Donc le jardin, ce qu'on voudrait faire, c'est évidemment faire une présentation des plantes en expliquant pour chaque plante l'historique un petit peu, quels sont les découvreurs, qu'est-ce qu'ils ont découvert, comment ils ont découvert. Et chaque histoire est bourrée de petites anecdotes étonnantes, et il y a beaucoup de surprises et des découvertes faites par hasard, mais surtout avec l'acharnement des gens qui se sont vraiment travaillé beaucoup pour arriver à des résultats. Il y a 5 catégories de plantes. Les plantes qui sont utilisées en chimiothérapie. En fait, ce sont des plantes dont on extrait une molécule, et la molécule ensuite est synthétisée chimiquement, et ensuite elle est fabriquée en médicaments et utilisée contre certains cancers en chimiothérapie. La deuxième catégorie sont les plantes qui sont en cours d'étude. Donc là, il y a vraiment un choix assez précis à faire des plantes qui sont vraiment en phase d'études cliniques, c'est-à-dire celles qui sont plus avancées pour faire des futurs médicaments. Et pour ça, on a créé une base de données pour justement trouver les plantes vraiment les plus intéressantes, les plus pertinentes à mettre dans le jardin. À partir de ces organismes que l'on va trouver dans la nature, on va extraire des molécules. Et la nature, avec sa biodiversité, est capable de synthétiser des molécules très originales. Et certaines de ces molécules ont une activité pharmacologique sur une cible dans l'organisme, et possiblement une activité thérapeutique. Donc les molécules vont passer de la plante dans le solvant, elles vont être en mélange, et à partir de ce mélange, il faudra séparer les molécules pour les isoler une à une, les caractériser au niveau de leur structure, les obtenir physiquement en quantité suffisante pour pouvoir procéder ensuite à tous les tests nécessaires pour prouver l'activité, pour prouver l'absence de toxicité aussi, et ensuite énormément d'autres essais avant de pouvoir devenir réellement un médicament. Comment faire pour trouver des sources intéressantes, des plantes intéressantes? On peut d'abord regarder les utilisations traditionnelles des plantes qui donnent des fois des indications. Si c'est utilisé pour une plaie, peut-être on a un antibiotique. Si c'est utilisé quand on a des grosseurs, des tumeurs, éventuellement on peut avoir un agent anticancéreux aussi. Il ne faut surtout pas croire qu'on peut faire des tisanes ou des préparations soi-même pour avoir une activité anticancéreuse. Absolument pas. Au contraire, il y a tout un travail en amont
de séparation, de purification, de caractérisation, de vérification de non-toxicité des molécules qu'il faut valider. Donc montrer au grand public comment dans la nature il y a des substances naturelles très originales, très complexes, dont l'esprit humain ne serait même pas capable de concevoir la structure. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça nous permet de divulguer des connaissances, de montrer que la nature nous donne des choses merveilleuses, mais que le chercheur peut les optimiser dans son laboratoire, peut les comprendre, et ça nous permet aussi d'élargir un peu le champ des espoirs pour trouver des nouveaux médicaments contre le cancer. Et donc moi je m'intéresse par mon activité de recherche à la division des cellules cancéreuses. J'enseigne la biologie cellulaire, donc tous ces mécanismes très compliqués de la division d'une cellule cancéreuse que des substances naturelles peuvent, comme par miracle, inhiber, empêcher, soigner. Oui, donc il y a un point vraiment important aussi, c'est le fait qu'il y ait des médicaments futurs, il y a des produits intéressants pour nous dans la nature, c'est aussi une raison pour préserver la nature. Et je trouve que ça c'est bien d'expliquer aux gens que la préservation de la nature, de l'environnement, c'est pas seulement pour la beauté des animaux, des plantes, des forêts, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui sert à l'humanité. Montrer au grand public qu'il faut préserver la nature, qu'il faut être respectueux de ce que la nature nous donne, c'est quelque chose qui, en tant qu'enseignant, me tient à cœur. Donc il y a les plantes médicaments, celles qui peuvent être modifiées dans les laboratoires pour devenir des médicaments qui soignent des gens déjà malades. Et puis il y a les plantes que l'on peut absorber, les aliments dont on peut se servir pour se maintenir en bonne santé. On a également une troisième catégorie qui sont les plantes utiles en prévention, donc qui permettraient de diminuer les risques de cancer. Une quatrième catégorie, ce sont les plantes qui sont potentiellement cancéreuses, c'est-à-dire dont l'utilisation peut amener justement à augmenter les risques de cancer. Et une dernière catégorie, ce sont des plantes qui ne sont pas spécifiquement anticancéreuses, mais qui sont utilisées pour lutter contre les effets secondaires des chimiothérapies. C'est un peu l'objectif de tous les chercheurs, d'arriver à trouver la molécule qui permettra de guérir un cancer complètement, sans effets secondaires et de manière très efficace. Donc, comment récupérer une molécule pure? Eh bien, quand on a un extrait, eh bien, on peut séparer cet extrait en le plaçant sur des colonnes de chromatographie, par exemple, qui vont séparer les produits. On les récupère ensuite un à un, et progressivement, on aura de moins en moins de produits. On pourra faire des tests pour vérifier si tel extrait a une activité ou tel autre a perdu cette activité. On continuera sur l'extrait qui a gardé une activité, et progressivement, on va avoir de moins en moins de produits, un produit de plus en plus concentré, pour finir par des produits purs. Donc dans les laboratoires, eh bien, on cultive des cellules qui sont des cellules cancéreuses humaines, qui nous permettent d'évaluer de nouveaux traitements, de comprendre des mécanismes moléculaires. Il y a un point commun entre les sciences et l'art, c'est que ce sont deux disciplines qui intéressent vraiment tout le monde. Il faut qu'il y ait un attrait et un intérêt scientifique certes, mais aussi esthétique. L'action Nouveau Commanditaire, c'est un dispositif mis en place par la Fondation de France, qui existe depuis 20 ans, et qui permet à des citoyens de passer commande à un artiste en réponse à des questions de société. Nous pensons que K.O. Perrault peuvent à la fois lier le côté très rigoureux et sérieux du jardin pédagogique avec le côté plaisant, aérien du parc, tout simplement. Dans cette région du Finistère, il y a quand même un climat assez particulier qui permet à certaines plantes de pousser, notamment des plantes tropicales.
Ce qu'on espère, c'est faire un jardin un petit peu original et un peu inattendu. Et c'est pour ça qu'on fait appel à un paysagiste, artiste qui va apporter des idées vraiment atypiques. C'est vraiment quelque chose d'un peu innovant et qui veut aussi illustrer la modernité de la recherche. Il est question de créer un parcours à la fois scientifique mais aussi pédagogique, puisque le projet c'est de véritablement rendre public et faciliter la lecture du travail des scientifiques autour de l'extraction de la molécule, mais aussi de créer un parcours qui soit plaisant, de réaliser un jardin où il fait bon flâner, découvrir, se renseigner, faire une pause. Et qu'à Opéro, on sait cette véritable capacité à la fois à prendre en compte le contexte d'intervention et aussi de réaliser un parcours qui va être plaisant. Et on essaye de réaliser notre projet à l'intérieur, notamment avec un relief assez intéressant à l'intérieur du jardin. On a des rocailles, vraiment, tout ce qui est dans le jardin est propice à chaque catégorie de plantes. Mais d'un point de vue botanique, les plantes qui auront besoin d'ombre, les plantes qui auront besoin d'être plutôt dans la rocaille, les plantes qui auront besoin de lumière, les plantes qui aiment bien pousser sous les arbres. Un jardin comme ça prend du temps. Les plantes mettent longtemps à pousser, et puis les hommes mettent longtemps à bien préparer les choses, et donc il faut être patient, quoi.